Bonjour ou bonsoir, nous sommes toujours dans la continuité de nos questions-réponses concernant la situation dramatique et pénible de l'Afrique du Sud, la xénophobie, qui est devenue aujourd'hui comme une arme pour chasser les étrangers sur le sol de l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, nous avons encore une occasion de recevoir un doyen de la communauté congolaise dans l'État du Maryland. Il s'appelle M. Moulet. Et on va l'appeler afin qu'il puisse donner au moins sa lecture concernant la situation de l'Afrique du Sud. Donc nous l'appelons et nous allons entendre ce qu'il va dire. Le téléphone sonne. Allô? Allô, bonsoir, Monsieur Moulet. Bonsoir, Moutaja. Vous êtes sur l'antenne de HD Vision Voice et c'est une opportunité pour la toute première fois de vous contacter afin que vous donniez votre point de vue sur la situation qui traverse l'Afrique Sud. Alors, si vous pouvez vous présenter, ça sera une bonne chose. Bien, je suis Daniel Moulet, citoyen congolais qui vit aux États-Unis, à Germantown, dans l'État du Maryland. Voilà. Ah, d'accord, merci beaucoup. Alors, je crois bien que la HD Vision Voice a eu vraiment cette opportunité d'essayer un peu de demander à la diaspora africaine, parce que la fois passée on avait des frères de l'Afrique de l'Ouest qui ont intervenu sur l'antenne de HD Vision Voice. Alors aujourd'hui c'est votre tour. Quelle est la lecture que vous faites concernant la situation que l'Afrique du Sud est en train de traverser pour le moment? La situation que nous vivons en Afrique du Sud aujourd'hui est une situation à la fois triste, regrettable et vraiment consternante. Que des Noirs s'attaquent aux Noirs dans un pays africain, c'est vraiment à la fois touchant et franchement regrettable. Pour des raisons qui ne sont pas vraiment solides. Parce que j'ai entendu dire que les Noirs qui venaient d'autres pays africains venaient en Afrique du Sud pour prendre leur travail, pour prendre leur argent. Mais ils oublient qu'il y a une espèce d'immigration mondiale. Chaque pays vit des situations économiques, sociales, culturelles et politiques qui, au fond, poussent les gens à aller un peu partout pour chercher la vie. Okay. Et les citoyens africains, d'autres pays qui sont allés en Afrique du Sud, sont allés pour chercher la vie. Ils ne sont pas allés prendre le travail des Sud-Africains. Ils ne sont pas allés prendre l'argent des Sud-Africains. Mais au contraire, ils sont allés, et s'ils y travaillent, ils sont allés participer, contribuer à l'évolution de l'Afrique du Sud. Parce qu'il y a des gens qui ont, pour là-bas, créé des entreprises. Il y a des gens qui travaillent dans des sociétés. Il y a des gens qui construisent les maisons. Il y a des gens qui créent des magasins. Mais c'est au bénéfice des Sud-Africains. C'est des investissements réalisés en Afrique du Sud. Mais quel travail ils viennent prendre? Moi, je crois que ces citoyens africains, ils ne sont pas allés trop loin, ils sont allés dans un pays africain pour chercher, disons, le meilleur d'eux-mêmes. Et je ne vois pas pourquoi ces compatriotes ou ces Africains de l'Afrique du Sud sont prêts à des Noirs comme eux
C'est vraiment regrettable. Mais d'après vous, quelle est cette motivation qui pousse aujourd'hui que le Sud-Africain, que hier on avait aidé pour qu'il puisse retrouver sa liberté, son indépendance, puisse brûler d'autres frères africains noirs sur place? Est-ce qu'il n'y a pas... cette motivation-là que nous voulons justement connaître, quelle est cette motivation? C'était pour quel but? C'est pour un but politique ou... bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, si vous avez quand même une connaissance sur la situation de l'Afrique du Sud, quoi. Et la motivation surtout, qui pousse à ces gens-là d'aller jusqu'à faire des crimes ignobles. Je crois que les raisons peuvent être trouvées à la fois dans l'histoire de l'Afrique du Sud que dans le présent qu'ils vivent. Vous vous souvenez que l'Afrique du Sud a été un pays sous l'apartheid. Et l'apartheid est un régime odieux qui a exclu beaucoup de Sud-Africains de beaucoup de choses. Les Noirs Sud-Africains étaient martyrisés. Les Noirs Sud-Africains étaient oppressés, opprimés. Les Noirs Sud-Africains étaient marginalisés. Et je crois que c'est une situation qu'ils ont vécue dans leur chair et dans leur âme. Okay. Ils n'avaient droit à rien. Ils n'avaient pas droit à la liberté. Ils n'avaient pas droit au bien vivre. C'était comme, on peut dire, vraiment des animaux, des sous-hommes. Mais cette situation, vous savez qu'un peuple opprimé, oppressé, c'est comme une... bombe à retardement, quoi. Exactement. Vous voyez, c'est une casserole à pression. Un moment ou un autre, ça peut sauter. Et tout ça, ce sont des humiliations qu'ils ont subies, ils les ont intériorisées. Et vous savez que dans une situation pareille, la moindre étincelle peut déclencher une situation que vous ne pouvez pas imaginer. Est-ce que la manière dont... excusez-moi, grand frère, je ne sais pas si je vous coupe la parole. Est-ce que la manière dont le gouvernement sud-africain est en train de gérer cette crise-là, est-ce que vous trouvez que cela vraiment va de pair avec l'ampleur de la situation? Non. Parce que justement, ce gouvernement est aussi responsable de la situation que les Sud-Africains vivent. Parce que les Noirs d'autres pays africains ont contribué énormément à mettre fin au système de l'apartheid. Okay. Ça, peut-être, ils l'ont oublié. De deux, lorsque Mandela est libéré, sous la pression de la communauté internationale, y compris sous la pression des pays africains. Mais Mandela n'a pas fait longtemps au pouvoir. Il a dirigé l'Afrique du Sud, n'a pas fait longtemps. Mais il a montré la voie. Il a donné des espoirs aux Africains de l'Afrique du Sud. Mais les régimes, les dirigeants qui l'ont succédé, n'ont pas répondu aux attentes des citoyens de l'Afrique du Sud. Ils attendaient l'emploi, ils attendaient l'éducation, la santé, ils attendaient le mieux vivre des Noirs sud-africains. Mais il se trouve que ces dirigeants ont empiré la situation des Sud-Africains. Voilà, parce que tout ce qu'ils attendaient, ils ne l'ont pas eu. Et lorsqu'ils voient les citoyens d'autres pays africains venir, ils se disent, mais écoutez, nous on n'a pas ce que nous voulons, qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici? Mais en même temps, ces dirigeants sud-africains, ils sont eux-mêmes responsables des violences. Parce que j'ai entendu le président sud-africain lui-même dire que les illégaux qui viennent ici et exercent leurs activités dans l'illégalité, nous allons y mettre fin. C'est une manière de pousser les gens à la violence. Le maire de Johannesburg, c'est une autre personnalité de la société sud-africaine, qui dit que les étrangers en situation irrégulière sont des criminels qui occupent, qui squattent, voilà le terme qu'il a utilisé, qui squattent nos immeubles, doivent être mis dehors. Mais il les pousse, il pousse ses concitoyens à violenter les autres. Et je crois que
ces violences sont à mettre à la fois sont de la responsabilité des dirigeants sud-africains. Et je crois que, non, de mon point de vue, la colère des Sud-Africains est incompréhensible, vu l'histoire, vu aussi le présent, mais la cible que cette colère vise n'est pas la bonne. Ce n'est pas contre les Noirs venant d'autres pays africains que les Sud-Africains devaient diriger leur colère, mais contre les dirigeants sud-africains. Est-ce que ok, excusez-moi encore de vous couper parce que nous sommes dans, c'est pas un débat mais plutôt des échanges quoi. Est-ce que quelque part ça remonte pas la faiblesse de la sortie de Nelson Mandela, parce que c'est comme si ça démontre que Nelson Mandela avait que le pouvoir politique et qu'il n'avait pas le pouvoir économique, et même s'il y a eu succession, même s'il avait montré le chemin, ils étaient toujours incapables de mettre en place une politique sociale très fiable pour que le Sud-Africain puisse vivre bien aujourd'hui au lieu de s'attaquer aux immigrés. C'est pas cette raison-là parfois aussi, parfois ils avaient pas ils avaient le main lié dans l'économie. C'est pas une raison aussi? Mandela est sorti, il a trouvé une Afrique du Sud complètement désagrégée. Complètement divisé, complètement, j'allais dire, pauvre, du côté des Noirs en tout cas. Bien pauvre. Rappelez-vous Soweto, les autres townships de l'Afrique du Sud, mais il y régnait une misère indescriptible. Il régnait une exclusion inimaginable. Les ghettos. Mais c'est des endroits où les gens avaient du mal à vivre. Okay. Donc Mandela sorti ne pouvait pas résoudre tous les problèmes qui s'y posaient. Il trouve une situation complètement désastreuse du côté des Noirs sud-africains. Bon, c'est beaucoup trop de problèmes à résoudre et qu'il ne pouvait pas résoudre en un temps de son mandat. C'était pas possible. Mais je crois qu'il a sensibilisé l'opinion internationale sur la nécessité d'apporter une aide suffisante à l'Afrique du Sud. Dans ses discours, il a montré, du moins aux autres Sud-Africains, que si vous voulez réussir, il faut, investir sur l'éducation, sur la santé, de telle sorte, et surtout sur le partage des biens communs de l'Afrique du Sud. Mais ça, les autres n'ont pas suivi. Et croyez-moi qu'aujourd'hui, ceux qui ont succédé à Mandela, ce sont d'abord des dirigeants corrompus. Ce sont des gens qui n'ont pas du tout dirigé pour le peuple sud-africain noir. Ils sont enrichis. Et vous savez, vous suivez l'actualité. Je crois qu'il y a même des procès qui sont en cours en Afrique du Sud qui concernent les dirigeants, des très hauts dirigeants de la société sud-africaine, et qui doivent répondre de la manière dont ils ont géré la société sud-africaine. Alors, grand frère, merci beaucoup pour l'intervention. Est-ce que, quelque part aussi, on ne peut pas trouver aussi la responsabilité aussi d'autres dirigeants africains, parce qu'il y a une représentation de l'Afrique du Sud au Ghana qui a dit clairement que, quelque part, les présidents africains, ils sont en faux. Pourquoi? Parce que s'ils avaient bien géré leur pays, et l'Afrique du Sud ne devrait pas se retrouver avec tant d'immigrants africains. Est-ce que vous partagez cet avis? Bon, vous savez, c'est très facile d'accuser les autres. C'est très facile d'accuser les autres. Je crois que le déplacement des populations est un phénomène mondial. Naturel aussi. Naturel, exactement. Donc, c'est pas parce que les gens, vous savez, nous avons des pays développés aujourd'hui. Les pays européens, les États-Unis, etc. Mais vous retrouvez leur population, leur cadre, partout ailleurs dans le monde. Il faut chercher le mieux vivre.
Vous voyez? Donc là où il y a des opportunités, c'est normal que d'autres citoyens, d'autres communautés, y vont pour chercher un meilleur vivre. Vous voyez? C'est des échanges qui devaient être, à mon avis, naturels. Vous voyez? Bon, je crois que le vrai problème, c'est que l'Afrique du Sud n'a pas éduqué correctement sa population. De même, beaucoup de nos pays africains ne mettent pas trop d'accent sur l'éducation, la formation et la santé. Et c'est pour cette raison que vous voyez des gens qui se déplacent un peu partout, qui vont massivement. Le phénomène d'immigration, des gens qui meurent en mer, mais vous voyez que ce n'est pas des gens qui vont pour l'aventure. Ils vont pour chercher un meilleur vivre. Parce que dans leur pays, ce qu'ils attendent, ils ne l'ont pas. Ils sont obligés d'aller ailleurs. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas, à mon avis, une raison fondamentale. Parce que je pense que le déplacement des populations est un phénomène tout à fait naturel et normal. Merci beaucoup, M. Mouélé. Je pense que nous allons vers la fin de notre conversation. Est-ce que la manière dont les autres pays d'Afrique répondent à la violence, est-ce que d'après vous, quelle lecture faites là-dessus? Est-ce que c'est une bonne manière pour nous les Africains de répondre par la violence? Et si cette violence continue toujours, alors à qui profitera la situation? Mais parce que les gens qui sont auteurs de ces violences sur les Noirs d'autres pays, parce qu'il leur manque l'éducation et la formation, ils ne savent pas que ce qu'ils font aux autres peuvent leur être fait dans d'autres pays aussi. Parce que les autres pays, parce que les pays voisins, le Lesotho, le Botswana, le Zimbabwe, etc., ils peuvent exercer des actions de représailles contre les citoyens sud-africains qui sont dans leur propre pays. Vous vous souvenez qu'au Nigeria, il y a eu des cas pareils. L'ambassadeur, par exemple, a déjà été attaqué. En DRC, à Lubumbashi, il y a eu des manifestations. Et vous savez, d'autres pays peuvent suivre, vous voyez, pour des représailles. Mais c'est des effets dangereux. Parce que ces actions-là, quand vous vous en prenez aux populations d'un pays étranger, il faut vous assurer que des représailles peuvent être effectuées contre vos propres populations. Mais en même temps, c'est très dangereux parce que dans chaque pays, vous avez toujours des communautés étrangères. Et lorsqu'on se réfère, et si on se réfère à ce qu'ils font aux autres, les autres peuvent être tentés de faire autant sur d'autres communautés. C'est pourquoi cette situation devait interpeller non seulement les dirigeants sud-africains, ils devaient prendre des mesures radicales. Ce n'est pas seulement condamner, mais il faut prendre des actions concrètes pour éradiquer la situation. Mais en même temps, cette situation devait interpeller la SADC. La SADC, d'ailleurs, les membres de la SADC sont les plus touchés. Donc, ils devaient se réunir rapidement pour envisager des mesures concrètes sur cette situation-là. Mais en même temps, l'OUA aussi devait être concernée. Et je crois que une réunion extraordinaire, les chefs d'État de l'OUA sur cette situation, devait être utile pour l'Afrique et à la fois pour l'Afrique, pour la société sud-africaine. D'accord, grand frère, nous sommes presque vers la fin. La fois passée, je crois bien qu'il y a 3 jours de cela, on était informé que le grand panafricain, plutôt pas Nelson Mandela, excusez-moi, Robert Mugabe a cassé la pipe, il est mort. Est-ce que vous pouvez placer un petit mot là-dessus pour essayer un peu d'exprimer votre sentiment vis-à-vis de l'information, de la nouvelle? La mort d'un dirigeant est toujours un événement triste, comme la mort de toute autre personne. Mais incontestablement, Robert Mugabe est un grand révolutionnaire. C'est un grand militant. C'est un héros national de Zimbabwe.
il a mené son peuple à la libération contre le régime raciste de Ian Smith et contre la colonisation britannique. De ce point de vue, en tout cas, incontestablement, c'est un héros national. Bon, sa politique a été au dernier moment contestée parce que d'abord il a commis l'erreur de s'éterniser au pouvoir. Et lorsqu'on s'éternise au pouvoir, le pouvoir use et corrompt. Et il a versé dans une dérive totalitaire qui n'a pas permis finalement à l'Afrique, aux Zimbabwéens, de réaliser le rêve d'être un peuple véritablement indépendant, libre et heureux. C'est dommage, mais c'est un grand homme. Je crois que l'Afrique devait franchement le saluer comme tel, malgré tout ce qu'il a fait comme dérive. Parce qu'au dernier moment, il a même remis des terres à certains de ses concitoyens. Et ça, c'est louable. C'était que la justice. Voyez-vous. D'accord, Monsieur Mouélé, je pense que nous sommes presque vers la fin du temps de notre antenne. Je pense que c'est pour la première fois que vous intervenez et je ne pense pas que ça puisse être aussi pour la dernière fois. Un dernier mot pour les Congolais de l'étranger, le tout dernier mot. Je suis ravi personnellement de la réaction que tous les Africains ont eue sur les événements d'Afrique du Sud. Okay. Je suis content de cet esprit de conscience que les Africains prennent par rapport aux violences faites aux autres. Mais je voudrais dire un mot sincèrement pour tous les Africains. Autant nous sommes indignés sur ce que les Sud-Africains ont fait à leurs confrères noirs. C'est des gens qu'ils considèrent comme des étrangers chez eux. Mais autant nous devions aussi être indignés sur des violences faites à l'intérieur de nos pays. Parce que c'est la même chose. Les Africains du Sud qui brûlent, tuent les autres Noirs, c'est répréhensible et c'est vraiment concernant. Ça a bouleversé la conscience de tous les autres Africains. Et je crois que nous devions avoir cet esprit lorsque, à l'intérieur de chaque pays africain, il y a des violences contre les propres citoyens d'un pays. Pour le pouvoir, en fait, c'est des guerres civiles pour le pouvoir, c'est des assassinats pour le pouvoir. Les gens devaient être solidaires sur ce plan-là. Les Africains devaient être solidaires lorsqu'il y a des meurtres, lorsqu'il y a des violences dans chaque pays. Vous vous souvenez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, au Congo-Brazzaville, en DRC, des morts inutiles pour le pouvoir. Récemment au Soudan, les gens ne réclament que la liberté. Les gens ne réclament que le travail. Les gens ne réclament que la santé, l'éducation. Mais quoi de mauvais à réclamer le minimum? Ceux pour lesquels ces gens-là sont élus ou même ils sont à la tête de ces pays-là. Mais je crois que ce qui se fait là, cette conscience, j'imagine et j'espère qu'elle va se renforcer, se consolider pour le bien de l'Afrique. J'espère bien. Merci beaucoup, Monsieur Mouélé, pour le temps que vous avez pu passer avec nous. Nous espérons de vous retrouver à la prochaine occasion. Pour le moment, en tout cas, restez dans de bonnes santé et on se verra à la prochaine occasion. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, Moutajak. Tout le plaisir a été pour moi. Merci, au revoir. Au revoir. Mais Monsieur Mouélé a tout dit. Il a parlé de la situation de l'Afrique du Sud, il a parlé de la situation des Africains et il a terminé avec la situation de la mort de M. Mugabe,
qu'il a qualifié, qu'il était vraiment un héros, quelqu'un qui a travaillé pour un grand panafricaniste. Merci beaucoup une fois de plus. On est toujours à la recherche de ceux-là qui peuvent parler, de dire quelque chose, de placer un mot pour la situation de l'Afrique du Sud, la